Mes chers apprenants, bonjour, soyez les bienvenus. L'objectif de la capsule d'aujourd'hui, ça sera de déterminer la localisation de l'information génétique et sa nature à travers différentes expériences qui seront représentées et expliquées par ma brillante élève Amina Zerwali. Bienvenue tout le monde dans votre chaîne YouTube Comprenez l'SVT en quelques minutes. Je suis Hana Arabi et notre vidéo aujourd'hui sera à propos des 4 expériences les plus importantes à savoir dans votre chapitre 1. Nous invitons aujourd'hui mademoiselle Amina Zerwali qui va vous expliquer ces expériences très bien. Suivez avec nous et merci. Salut chers abonnés, je suis Amina Zerwali. Notre vidéo aujourd'hui portera le titre de 4 expériences à savoir dans le chapitre 1. Nous vous conseillons d'abord de jeter un œil sur la dernière vidéo qu'on a faite à propos du système immunitaire. Préalablement, rappelons-nous du chapitre actif. C'est l'information génétique, notion, transmission et expression. Voilà le plan de cette présentation. Premièrement, on va voir l'expérience de mérotomie. Après, c'est l'expérience de Gurdon qui nous rappelle en quelques côtés l'expérience de clonage. Puis c'est l'expérience de Griffith et enfin c'est l'expérience d'Avery. Commençons par l'expérience de mérotomie. C'est quoi d'abord une mérotomie? C'est une division, vrai? C'est une section. Son rôle et son but, c'est de chercher, de mettre en évidence la localisation de l'information génétique. Pour réaliser cette expérience, on prend un type d'algue qui vit en milieu marin, c'est l'acétabulaire bien évidemment, qui se présente sous cette forme. Premièrement, on a un chapeau, puis une hampe, ou bien ce qu'on appelle pédicule, et des rhizoïdes au niveau desquels se localise le noyau. N'oublions pas que c'est une espèce végétale unicellulaire. On réalise une section de la plante en 2 parties. On obtient alors un fragment. Premier fragment, c'est une partie énucléée qui ne contient pas de noyau. Et l'autre fragment, c'est la partie nucléée où se localise le noyau. On observe la croissance, l'évolution de ces 2 parties au fil du temps. Après quelques jours, après quelques semaines, on observe bien évidemment que la première partie énucléée qui ne contient pas le noyau meurt et dégénère. Tandis que l'autre partie, c'est-à-dire les rhizoïdes qui contiennent le noyau, survivent et régénèrent. N'oublions pas que le noyau de la plante se localise au niveau des rhizoïdes qui ont réussi à régénérer et reconstruire un nouveau chapeau et une jeune nouvelle algue. On peut déduire de cela que le noyau contenu dans le rhizoïde de l'algue est indispensable à sa survie. Il contient l'information génétique permettant la reconstitution du chapeau de l'espèce. C'est la même chose pour une espèce animale unicellulaire. L'amibe, par exemple, c'est le même principe, c'est le même résultat, donc ce n'est pas la peine de répéter la même chose. Passons maintenant à l'expérience de Gurdon, un biologiste anglais. Son rôle est de mettre en évidence le rôle du noyau. Pour réaliser sa manipulation, M. Gurdon choisit une espèce animale pluricellulaire. C'est le xénope, 2 types, le xénope vert et le xénope albinos. On va voir ce qui va se passer.
D'abord, il prélève des ovules de la femelle Xenope verte adulte et puis il prélève des cellules intestinales de l'espèce Xenope albinos. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit les noyaux des ovules Xenope verts et il insère à leur place les noyaux des cellules intestinales albinos. Après quelques semaines, il obtient des individus albinos qui portent les mêmes caractères de l'espèce qui a donné les noyaux, non de celle qui a donné les ovules. On peut déduire de cela que l'information génétique qui détermine les caractères héréditaires est localisée dans le noyau chez les organismes unicellulaires comme chez les organismes pluricellulaires. Après qu'on s'est assuré de la localisation de l'information génétique, c'est le noyau, on se pose la question: quelle est la nature de cette information? Monsieur Griffith peut vous donner la réponse. Il prend la bactérie pneumocoque. C'est une bactérie responsable de la pneumonie. Il prend deux types. La souche S, qui contient la capsule, capable de se défendre et obstruer tout anticorps, d'où sa virulence, et la souche R, qui ne contient pas de capsule, elle ne se défend pas, elle n'obstrue pas les anticorps, et puis elle n'est pas virulente. Pour l'expérience 1, on injecte des bactéries S vivantes à une souris. Elle meurt de pneumonie sur le champ. Et lorsqu'on analyse son sang, on trouve des colonies S vivantes. Mais attendez, il n'y a rien d'inhabituel ici, puisqu'on sait déjà que S sont pathogènes. Alors, les bactéries S sont pathogènes, elles sont responsables du déclenchement de la pneumonie. Deuxième expérience, on prend des pneumocoques R vivantes, on les injecte à la souris, elles restent en vie. Jusqu'ici, tout est dans les normes, puisqu'on sait que R ne sont pas virulentes. Les bactéries R ne sont pas pathogènes, ne sont pas responsables du déclenchement de la pneumonie. Pour la troisième expérience, on revient à nos chères bactéries S, mais cette fois, elles sont tuées par la chaleur, c'est-à-dire leur capsule est détruite. On les injecte à notre souris, mais elles restent en vie. Alors, c'est logique aussi, puisque les bactéries S mortes ne sont pas pathogènes, puisque leur capsule est détruite. La quatrième expérience est un peu bizarre. On place en contact des bactéries S tuées par la chaleur, bien sûr elles ne sont pas pathogènes, et des bactéries R, elles aussi non virulentes, comme on sait déjà. On les injecte à la souris qui meurt de pneumonie. Et lorsqu'on examine son sang, c'est la surprise, on trouve des colonies, des bactéries S vivantes. C'est un peu bouleversant ça. On peut alors déduire qu'une transformation a eu certainement lieu. Donc les bactéries R sont devenues des bactéries S au contact d'un élément contenu dans les bactéries S tuées par la chaleur. Mais c'est quoi cet élément? Cette substance que Griffith a appelée le principe transformant? Là, M. Griffith s'est arrêté. Et Avery et ses collègues vont à leur tour effectuer une expérience plus bouleversante en 1944. Ils sont trois chercheurs, Colin MacLeod, Oswald Avery, Maclean McCarthy. Ils ont d'abord émis trois hypothèses. Soit cette substance est de nature protéine, soit c'est de l'ARN, soit c'est de l'ADN. Pour savoir cela, on va raisonner par contre-exemple. On va utiliser des enzymes qui dégradent ces éléments, c'est-à-dire annulent leur rôle, et on va voir lequel de ces éléments-là, dont le rôle de transformation est annulé. Pour les protéines, c'est l'enzyme protéase ou bien protéinase. Pour l'ARN, c'est l'ARNase, le ribonucléase. Pour l'ADN, c'est l'enzyme ADNase. On prend la solution où se trouvent les pneumocoques S tués par la chaleur,
où il y a des protéines et des acides nucléiques ARN et ADN, premièrement, on ajoute l'enzyme protéinase qui est censée éliminer les protéines s'ils étaient le principe transformant et puis empêcher ces transformations. Mais on remarque bien évidemment qu'après ajout des bactéries R, la transformation a eu lieu. Alors on peut déduire que le principe transformant n'est pas les protéines. Même chose pour l'ARN. Lorsqu'on a ajouté, la transformation bactérienne continue à avoir lieu et puis le principe transformant n'est pas l'ARN. Ce qui montre que ces deux éléments n'interviennent pas lors de la transformation bactérienne. Tandis que lorsqu'on détruit l'ADN par ajout du désoxyribonucléase, on voit que la transformation s'est arrêtée, elle ne s'effectue pas. Alors l'ADN est nécessaire pour synthétiser la capsule, il est responsable de l'information génétique, et puis le principe transformant est l'ADN. Mais comment s'effectue la transformation bactérienne? Voilà ce schéma. Premièrement, on a la bactérie R vivante, ses chromosomes. Et on a la bactérie S tuée par la chaleur. Son ADN va se déposer sur les chromosomes de la bactérie R. Et petit à petit, progressivement, cet ADN va dominer l'ADN de la bactérie R jusqu'à le remplacer totalement. Dans ce cas-là, la bactérie R devient capable de synthétiser une capsule et se transforme en S, d'où la mort de la souris. C'est ce que vont confirmer après les scientifiques Hershey et Chase en mettant en évidence la manière avec laquelle le bactériophage se répand à l'intérieur de la cellule. Donc, merci pour votre attention. Notre vidéo est finie. On espère que ça vous a été utile et vous a plu. Si vous visitez notre chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de s'abonner et de laisser un like si la vidéo vous a été utile. Merci.